On ne comprend vraiment la puissance d'une arme de manipulation que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté du canon. La propagande russe, je ne l'ai pas étudiée dans les livres. Je l'ai vue de l'intérieur, comment cette mécanique a opéré pour fracturer mon pays avant même le premier tir. Je suis un Ukrainien, et s'il y a une chose que j'ai appris pendant ces dernières années, c'est qu'une arme de destruction n'a pas toujours besoin de faire du bruit pour ravager un pays. Parfois, la pire des attaques commence simplement par un mot retiré du dictionnaire. Le Kremlin ne parle jamais de guerre en Ukraine, mais d'une opération militaire spéciale. Et ça, ce n'est pas juste de la poésie administrative. Le mot guerre évoque la mort et le chaos, alors qu'une opération évoque quelque chose de technique et de maîtrisé. En changeant un seul mot, on modifie radicalement le seuil d'acceptation d'une population entière. J'ai vu de l'intérieur comment cette mécanique a opéré, mais l'erreur fatale, ce serait de dire que ça n'arrive que là-bas, chez les autres. Aujourd'hui, les traces de propagande ne tombent plus du ciel. Ils apparaissent en permanence sur votre écran. Maintenant, vous allez découvrir comment on réussit à te faire détester les gens que tu n'as jamais rencontrés, juste en collant une étiquette sur le front. Pourquoi changer un seul mot dans une phrase peut radicalement modifier ce que tu es prêt à accepter? Et comment on peut fabriquer une foule entière de toutes les pièces pour te faire croire que tu es seul à douter? Imagine un obus d'artillerie classique, froid, lourde. Il est tiré, il siffle dans le ciel, il est au-dessus d'une ville ou d'une tranchée d'ennemis, et boum, il explose. Mais il ne crache pas de feu, il ne projette pas d'acier, il libère du papier. Des milliers, parfois des millions de petites feuilles qui pleuvent sur les soldats en bas. Pendant les guerres mondiales, on appelait ça les balles de papier. Les alliés, l'Axe, tout le monde l'a fait. L'objectif n'était pas de tuer les corps, mais de pirater les esprits, de démoraliser, de faire croire que la défaite est inévitable, que les chefs montaient et que la seule issue était de se rendre. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que cette arme n'a pas disparu, elle a juste changé de forme. Aujourd'hui, les tracts ne tombent plus du ciel, ils apparaissent sur ton écran. Et j'ai une question qui me dérange. Si je me tais face à tout ça, est-ce que je participe? Est-ce que le silence du public, ton silence face à un discours controversé, est équivalent à un accord? Ou est-ce que c'est juste de la fatigue? Ou de la peur? Intuitivement, on a envie de dire bah non, si je ne dis rien, c'est juste que je n'ai pas envie de parler, ou que je m'en fous. Sauf que pour ceux qui fabriquent la propagande, ton silence a une utilité précise. Pour comprendre ça, il faut regarder comment on a utilisé cette arme dans le passé. Et je dis bien arme, au sens littéral. En 1944, juste avant le débarquement de Normandie, les Alliés n'ont pas juste envoyé les parachutistes. Ils ont inondé la France occupée d'immenses quantités de papier pour miner le moral des troupes allemandes. C'était une guerre psychologique, mais ça va parfois beaucoup plus loin dans les bizarres. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine a lancé l'opération L'âme errante. L'idée, ils savaient que dans les cultures vietnamiennes, une personne morte loin de chez elle, sans sépulture, est condamnée à errer. Alors la nuit, les hélicoptères survolaient la jungle en diffusant par des haut-parleurs des sons effrayants, des pleurs, des voix de fantômes censés être des soldats morts de l'ennemi. Imagine la scène, tu es caché dans le noir, fatigué, et le ciel se met à te hurler dessus. Le but ici, c'est de saturer ton environnement sensoriel, de remplir ta tête avec leur réalité. Et c'est là que l'origine du mot devient intéressante. Le mot propagande n'a pas été inventé par un dictateur moustachu du XXe siècle. Il vient de l'Église catholique. En 1622, le pape Grégoire XV a créé la congrégation de propagande fide, la congrégation pour la propagande de la foi. À l'époque, c'était totalement positif. Propaganda, ça veut dire ce qui doit être propagé, comme on plante des graines dans un champ. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'ADN de la propagande, c'est ça. Propager un message à tout prix. Le but n'est pas forcément que tu sois d'accord tout de suite. Le but, c'est que le message soit partout. C'est ici que ton cerveau te trahit. En psychologie sociale, il existe un bug qu'on appelle l'effet de simple exposition. Décrite en 1968 par Robert Zajon, ce principe est effrayant de simplicité. Plus tu es exposé à quelque chose, un visage, une chanson, une idée politique, plus tu finis par l'apprécier, ou au moins à le trouver normal. La familiarité crée l'acceptation.
Si tu entends un message le matin à la radio, le midi à la télé et le soir dans ton fil Twitter, ton cerveau, qui est une machine à économiser de l'énergie, va prendre un raccourci. Il va se dire, si j'entends ça partout et que personne ne gueule, c'est que ça doit être vrai. Et c'est là que la piège du silence se referme. Quand il n'y a pas de contradiction visible, le message dominant gagne par forfait. Il y a même un biais cognitif pour ça, le biais de disponibilité. On juge qu'une idée est importante juste parce qu'elle nous vient facilement en mémoire. Si c'est la seule idée disponible en rayon, tu achètes celle-là. Faisons un test rapide. La prochaine fois que tu tombes sur un débat télévisé un peu houleux, coupe le son. Vraiment, appuie sur mute. Regarde juste les images pendant 2 minutes. Et que se passe-t-il? Tu ne suis plus les arguments et tu ne sais plus qui a raison sur le fond. Par contre, tu vois qui s'énerve et tu vois les bandeaux rouges en bas de l'écran avec des mots-clés qui clignotent et tu vois qui a l'air dominant et qui a l'air faible. Ton cerveau essaie de construire du sens juste avec les apparences. En absence de contradiction argumentée, le son. Ce sont les images les plus agressives qui gagnent. C'est exactement comme ça que fonctionne la propagande sur une population silencieuse. Elle sature l'espace. Alors, pour répondre au titre de ce chapitre, le silence nourrit-il la propagande? La réponse est oui, mais pas parce que le silence est un accord. Le silence aide la propagande parce qu'il lui laisse le champ libre. On peut résumer tout ça avec une image simple. La propagande, c'est un robinet ouvert. Ton esprit, c'est l'évier. Si tu ne fermes pas le robinet en posant des questions, en vérifiant, l'eau finit par remplir tout l'évier. Ce n'est pas que tu es d'accord avec de l'eau, c'est juste que si tu ne fais rien, l'évier déborde. Et donc la première leçon, tant que le robinet coule et qu'aucune main ne vient le fermer, l'information biaisée remplit l'espace disponible. Mais une fois que l'évier est plein, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est là qu'on passe à l'étape suivante. La fabrication de l'ennemi. Parce que pour que tu acceptes l'inacceptable, il faut d'abord diviser le monde en deux. Regarde ces visages sur la table. Ils sont neutres. Complexe, humain, comme tout le monde. Et maintenant, regarde ce que fait la propagande. Elle ne commence pas par t'expliquer le réel. Elle commence par te poser un mot dessus. En une seconde, je n'ai ajouté ni preuve ni contexte. J'ai juste collé une étiquette. Et pourtant, ta perception a déjà changé. Ton voisin peut être gentil avec ses enfants, mais voter pour un parti que tu détestes. Ton pays peut avoir une culture magnifique, mais commettre des erreurs politiques graves. C'est nuancé, c'est gris. Mais la propagande déteste le gris. Elle veut du noir et blanc. Elle divise le monde en deux camps. Les gentils, eux. Et les méchants, c'est nous. Et pour que ça marche, elle utilise une faille massive de ton cerveau. L'économie d'énergie. En psychologie cognitive, on sait que ton cerveau est paresseux. Analyser chaque individu un par un, c'est épuisant. Alors on utilise des raccourcis. Les stéréotypes. C'est comme un fichier compressé. Au lieu de voir une personne complexe, tu vois un silhouette avec un tampon dessus. Et c'est là que la propagande intervient. Elle te fournit les tampons. C'est le raccourci numéro 1. Trier. On prend un groupe entier et on lui colle une étiquette. Et pas n'importe laquelle. L'histoire nous montre que pour préparer un peuple à la violence, il faut d'abord démoniser l'adversaire. Il faut le déshumaniser. Ce n'est jamais innocent quand un dirigeant ou un média commence à traiter un groupe adversaire de rats, de vermines ou de monstres. En 1994, au Rwanda, la propagande radio qualifiait les Tutsis de cafards, juste avant le génocide. Et pourquoi des cafards? Parce qu'un cafard, on ne discute pas avec, on l'écrase. Dire qu'ils ne sont pas vraiment humains comme nous fait tomber les barrières morales qui t'empêchent normalement de faire du mal à l'autrui. Mais la technique est souvent plus subtile que l'insulte directe. Elle passe par l'étiquetage infamant. C'est une arme redoutable. Un mot égale plus de débat. Si je veux t'empêcher d'écouter quelqu'un, je n'ai pas besoin de contre-argumenter. Il me suffit de lui coller un mot choc qui clôt la discussion. Traître, terroriste, agent de l'étranger, nazi. Dès qu'un adversaire est étiqueté avec une étiquette politique forte, le dialogue rationnel s'arrête. Tu ne vas pas écouter les arguments d'un traître, n'est-ce pas? Tu les rejettes par principe. C'est ce qu'on appelle la diabolisation. On résume l'autre à un mal absolu pour éviter d'avoir à répondre sur le fond. Faisons un micro-test pour voir à quel point tu es influençable. Imagine deux phrases qui décrivent exactement la même action, mais avec un mot différent. Phrase A. Il est parti à l'étranger. Phrase B. Il a fui le pays. La première est neutre. La seconde suggère
la lâcheté, la culpabilité. Et pourtant, le fait est le même. Le type a pris l'avion. Mais avec le mot fuir, je t'ai dit quoi ressentir, avant même que tu aies réfléchi. C'est ça le pouvoir de l'étiquette. Le problème, c'est que cette vision binaire, nous contre eux, c'est un mensonge. La réalité sociale est multidimensionnelle. Les gens ne sont pas juste dans deux cases. Regarde cette carte. C'est la carte culturelle d'Ingolard Folzol, issue du World Valley Survey. Elle classe les sociétés selon plusieurs axes. Valeurs traditionnelles ou rationnelles, survie ou l'expression de soi. Ce qu'on voit, c'est un nuancier, un continuum. Il n'y a pas de coupure nette. On peut être très attaché à la famille tout en voulant beaucoup de liberté individuelle, expression. La propagande essaie de gommer tout ça. Elle efface les chaises du milieu pour te faire croire qu'il n'y a que deux camps. C'est un faux dilemme. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Elle t'interdit la nuance. Et c'est là le danger mortel. Si tu acceptes sans questionnement le postulat nous égale bien, eux égale mal, tu arrêtes d'enquêter. Et ton esprit critique s'éteint. Pourquoi vérifier les faits si tu sais déjà que ce sont des monstres? C'est comme ça qu'on divise les familles, qu'on brise des amitiés et qu'on justifie le pire. L'ennemi devient inévitable seulement parce qu'on l'a peint comme tel. Alors comment on résiste? En refusant le tri trop rapide, en se demandant qui exactement sont-ils pareils, il n'y a pas d'un contexte, et dès que tu remets de la complexité, le schéma de la propagande s'effondre. Mais attention, créer un ennemi, ce n'est que la première étape. Une fois que tu as peur de eux, il faut s'assurer que tu prennes les bonnes décisions. Et pour ça, la propagande n'a même pas besoin de mentir. Il lui suffit de jouer avec le dictionnaire. Ok, on a vu comment on crée un ennemi. Mais comment on accepte des choses que tu refuses en temps normal? La réponse tient en un mot. Le cadrage. La propagande moderne n'a même pas toujours besoin de mentir frontalement. Il lui suffit souvent de choisir les mots et de cadrer les choix possibles. Si les mots ne changeaient rien, les gouvernements n'investisseraient pas des milliards pour contrôler le vocabulaire, les éléments de langage et les bandeaux de chaînes d'infos. Regarde bien, dans son roman 1984, George Orwell a inventé la novlangue, une langue conçue pour rendre impossible l'expression des idées subversives en supprimant les mots qui permettent de les penser. Tu penses que c'est de la fiction? Regarde autour de toi, on appelle ça aujourd'hui des euphémismes politiques. Le principe est simple, on remplace un mot qui fâche par un mot doux. Dans le monde de l'entreprise, on ne dit pas licenciement massif, on dit plan social ou plan de sauvegarde d'emploi. À la guerre, on ne parle pas de victimes civiles tuées par erreur, on parle de dommages collatéraux. Et l'exemple le plus actuel, le Kremlin ne parle pas de guerre en Ukraine, mais d'une opération militaire spéciale. Ce n'est pas juste la poésie administrative, ça change tout. Le mot guerre évoque la mort, le chaos, la destruction. Le mot opération évoque quelque chose de technique, de limité, de maîtrisé par des professionnels. Résultat, ça change ton seuil d'acceptation. Face à une guerre, tu t'inquiètes, tu manifestes. Face à une opération spéciale, tu restes passif, tu te dis que c'est géré. C'est ça l'effet de cadrage. La manière dont l'information t'est présentée change la décision que tu prends. Mais le piège ne s'arrête pas au mot. Il est aussi dans les choix qu'on te propose. Imagine que je pose deux chaises devant toi, une chaise A et une chaise B. Je te dis, c'est la crise. Soit on coupe dans le budget de la santé, chaise A, soit c'est la faillite du pays, chaise B. Choisis. C'est ce qu'on appelle un faux dilemme. On te présente la situation qu'en n'ayant que deux issues. Une option douloureuse mais nécessaire et une option catastrophe. C'est ça ou le chaos? Vous êtes avec nous ou contre nous? En cadrant le débat comme ça, je piège ton cerveau. Tu as peur de l'option repoussoire, donc tu acceptes l'option A. Mais attends, pourquoi pas la chaise C? Pourquoi pas une autre solution? Taxer ailleurs, réformer autrement? La propagande, c'est l'art d'effacer la chaise C. C'est l'art de te faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Et là, tu vas me dire, d'accord, mais je ne suis pas un idiot. Si on me montre, je vais le voir. Et c'est là qu'arrive le twist. Le plus grand secret de la propagande moderne, c'est qu'elle ne contient pas que des mensonges. Au contraire, c'est un cocktail, c'est un mélange de vrai, de flou et de faux. Imagine 3 verres. Le premier contient du vin pur, des faits véridiques. Le deuxième, de l'eau, des insinuations floues. Le troisième, du poison,
un mensonge pur. Si je te donne le verre de poison, tu ne le bois pas. Mais si je mélange le tout dans une grande carafe, tu ne distingues plus vrai du faux, tu bois le tout. Et ce qui reste à la fin, c'est l'impression émotionnelle. Un discours de propagande va souvent commencer par une vérité incontestable pour gagner ta confiance, puis enchaîner sur une interprétation floue pour finir sur une conclusion fausse. Par exemple, il y a des troubles dans cette région. Vrai. C'est bien la preuve que les gens sont ingouvernables. Flou au jugement. Donc, il faut envoyer l'armée pour les mater. Ces conclusions orientées. C'est redoutable parce que pour démonter ça, il faut du temps. Il faut trier le cocktail. Et pendant que tu tries, l'émotion a déjà fait son travail. Donc, résumons l'arme de langage. On renomme la réalité pour l'adoucir. Novlangue, euphémisme. On verrouille tes choix avec des faux dilemmes. Chaise A ou chaise B. On te sert un cocktail de vérité et de mensonges purs pour t'embrouiller. Maintenant, tu as les mots, tu as la haine, tu as l'ennemi. Il manque une dernière chose pour que le piège soit total. Il faut te faire croire que tout le monde est d'accord avec ça. Il faut fabriquer une foule. Tu as ton ennemi, tu as tes mots piégés, mais il reste une faille. Si tu es seul à penser comme ça, tu vas douter. L'être humain est un animal social. Il a une peur panique de l'exclusion. Alors, pour verrouiller le tout, la propagande doit te faire croire une chose terrifiante. Tout le monde est d'accord, sauf toi. C'est le piège de l'illusion de majorité. En 1951, le psychologue Solomon Asch a mené une expérience fascinante. Il réunissait un groupe de personnes dans une pièce pour un test visuel enfantin. Comparer la longueur de lignes tracées sur des cartes. C'était évident, impossible de se tromper. Sauf qu'il y avait un truc. Tous les participants, sauf un, étaient des complices. Au début, tout le monde donne la bonne réponse. Mais soudain, les complices commencent tous à donner la même réponse fausse, avec assurance. Le sujet naïf, le seul vrai participant, se retrouve seul contre tous. Et qu'est-ce qu'il fait? Les résultats sont dingues. 75% des participants se sont conformés avec l'avis du groupe au moins une fois, même si c'était manifestement faux. Pourquoi? Par peur du ridicule, par peur d'être celui qui casse l'ambiance. La propagande exploite ça à l'échelle industrielle. Elle crée une spirale du silence. Plus une option semble majoritaire, plus ceux qui ne sont pas d'accord se taisent. Ce qui renforce l'impression que tout le monde est d'accord. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, ils n'ont même pas besoin de vrais complices dans la pièce. Ils ont des robots. C'est la fabrication de consentement par les robots et les trolls. Des enquêtes ont montré que lors de certaines élections ou de crises internationales, des armées de comptes automatisés inondent les réseaux sociaux. Ils likent, ils retweetent, ils commentent les mêmes éléments de langage des milliers de fois. L'objectif? Gonfler artificiellement la popularité d'une idée. Quand tu vois 10 000 likes sur un post haineux, tu te dis « Waouh, c'est la vie du peuple ». Non, c'est peut-être la vie de 3 gars dans un sous-sol avec un script numérique. C'est une majorité de décors du papier mâché numérique. Et pour que l'illusion soit parfaite, on ne travaille pas avec la base, le faux peuple. On travaille aussi le sommet. C'est l'appel à l'autorité. On te sort des experts de nulle part, des généreux à la retraite, des présidents d'instituts au nombre flanc mais vide, des scientifiques marginaux. Si tu alignes 5 experts sur un plateau télé qui disent tous la même chose, le téléspectateur moyen se dit bon, c'est que ça doit être vrai. Ce sont des sachants. Sauf que si ces experts sont sélectionnés uniquement pour leur loyauté, ce n'est pas un consensus scientifique, c'est une chorale. Enfin, le dernier clou de cercueil, la censure, ou plutôt l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. C'est comme peindre en noir la porte de sortie. On étouffe les voix dissidentes, on noie les contre-arguments, on radicalise ceux qui posent des questions. Le but ultime est que tu te sentes étouffé, que tu te dis à quoi bon parler. Tout le monde est contre moi, et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est là que la propagande gagne, quand la majorité silencieuse bascule dans la résignation. Mais attends, reviens à l'expérience de Hoche. Une seconde, il y a une variante de l'expérience qui change tout. Si une seule autre personne dans le groupe donnait la bonne réponse, juste une seule, le taux de conformisme s'effondrait. La simple présence d'une voix discordante suffisait à libérer le sujet
de la pression du groupe. Ça veut dire que le château de cartes de la propagande est fragile. Il suffit d'une brèche, il suffit de quelqu'un qui ose dire « Attendez, c'est faux ». Et c'est là qu'on arrive à notre solution. Alors, comment on fait pour ne pas se faire avoir? Comment on reste libre dans sa tête quand tout le monde crie la même chose? On arrête de subir. On reprend la main. Regarde ces visages recouverts de mots. Traîtres, nazis, terroristes, monstres. La propagande veut que tu t'arrêtes au mot, que tu ne vois plus la personne, que tu ne vois plus aucun verdict. On enlève ça. On refuse l'étiquette toute faite. Et à la place, on va remettre une méthode. L'antidote de la propagande, ce n'est pas tout rejeter en bloc. Ça, c'est du complotisme. C'est juste une autre forme de croyance aveugle. L'antidote, c'est une méthode. C'est transformer ton cerveau en filtre actif. Voici 5 questions simples, une pour chaque doigt de la main, que tu peux dégainer face à n'importe quelle info qui te semble bizarre ou trop émotionnelle. Qui me parle? Qui a pu payer pour ce message? Quoi? Quels sont les faits bruts, sans les adjectifs effrayants? D'où vient la source? Est-ce une rumeur ou une preuve? Et combien? Est-ce que c'est un cas isolé? Et si c'était faux? Quelle est l'alternative qu'on ne me montre pas? Ça a l'air bête, mais c'est surpuissant. La propagande joue sur la vitesse et l'émotion. Ces questions te forcent à te ralentir et à réfléchir. C'est comme un VPN mental. Ça chiffre ton esprit contre les intrusions. Ça te redonne le choix du chemin. Souviens-toi, la propagande gagne quand tu arrêtes de vérifier. Elle gagne quand tu laisses le robinet couler sans fermer l'évier. Elle gagne quand tu as peur d'être seul. Mais maintenant, tu sais que la majorité peut être truquée. Tu sais que les mots sont choisis pour t'endormir. Tu sais que l'ennemi est fabriqué pour te faire peur. Alors la prochaine fois que tout le monde dit quelque chose, ou que tu sens la colère monter face à une info trop simple, prends une seconde, coupe le ruban et pose ta question. Le silence n'est pas un accord si ton esprit continue de poser des questions. Ouvrons les questions et pas la haine. Et comme toujours, entraîne ton cerveau et à la prochaine.